l'idée de faire une chambre d'hôte était aussi de penser l'hôtellerie autrement. Humaine, chaleureuse, accueillante, et où quand tu viens très souvent en fait, ou ponctuellement, tu aies ce sentiment de te retrouver dans une maison d'amis, une maison de famille, où en fait tu es le bienvenu, où tu peux discuter, prendre du temps et partager des espaces communs et des lieux communs et des discussions communes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Gîte. Je m'appelle Laura et il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Prenez 2 Parisiens amoureux des belles choses et au regard affûté. Ajoutez-y le charme intact d'une maison bourgeoise à la vue imprenable sur la ville. Mélangez le tout avec 3 bonnes cuillères à soupe de rénovation, quelques épices de meubles chinés et un soupçon de fatigue. Faites cuire 12 mois à feu doux et sortez du four la magnifique maison d'hôte au petit toit. J'ai eu la chance d'enregistrer le témoignage de Guillaume et Alexandre, propriétaires de cette maison d'hôte si singulière et chaleureuse. Nous étions à distance et pourtant j'ai eu l'impression d'être bien installée dans leur salon et de déguster un bon thé pendant qu'ils partageaient avec moi leur parcours et cette toute nouvelle aventure en tant qu'hébergeur. J'ai beaucoup aimé leur énergie, leur envie de combattre les préjugés sur notre métier trop souvent dévalorisé et leur goût du détail. Véritables couteaux suisses, ils en deviennent presque agaçants tellement ils sont doués pour tout. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandre et Guillaume Dollinger de la maison d'hôte au Petit Thouars. Bonne écoute à tous. Bonjour Alexandre et bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Vous êtes les propriétaires de la maison d'hôte au Petit Thouars, dans le département des Deux-Sèvres. Vous êtes ouvert très récemment, en janvier 2021, et pouvez-vous vous présenter et nous dire quelques mots sur votre belle maison bourgeoise, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Alexandre, je suis styliste de formation, parisien, juste fraîchement installé dans les Deux-Sèvres. Donc, nous avons eu un coup de cœur pour cette maison il y a 5 ans, qui était d'abord notre maison de campagne, et on n'arrivait plus à la quitter, donc on a décidé d'en faire un projet. Voilà, et puis moi, je m'appelle Guillaume. Donc moi, je suis designer, voilà, aussi parisien, expatrié à Thouars. Donc, vous avez fait l'acquisition de la maison il y a 5 ans, vous avez dit. Donc, dans l'idée d'en faire une résidence pour vos week-ends, comment est née l'idée d'en faire une maison d'hôte alors? En fait, la maison, déjà à l'origine, on est tombé dessus comme ça, un peu par hasard. Et c'est tout de suite devenu une maison de famille. Hein, tous nos amis venaient, voilà, les gens qui venaient de Paris, qui allaient sur la côte, ils s'arrêtaient chez nous. Parfois, ils repartaient pas. Et donc du coup, on s'est dit, en fait, on a envie de quitter Paris, on aime recevoir, et donc c'était l'occasion qui se présentait. Architecturalement parlant, parce qu'il y a le côté humain dans un premier temps qui a joué via tous nos amis et familles qui venaient. Et la première fois qu'on l'a visité, on a quand même eu ce projet un peu en tête en se disant ça serait peut-être une échappatoire un jour, puisque l'architecture de la maison permettait de faire des chambres d'hôtes, puisque le premier étage est constitué d'un couloir central, donc façade nord, et toutes les chambres façade sud, desservies par ce grand couloir, ce qui permettait d'avoir une distribution de pièces assez évidente pour faire un jour des chambres bien distribuées, et chacune avait un point d'eau. Donc du coup, on s'est dit, ça c'est quand même déjà une belle base. Voilà. Oui, et pourtant, ça n'était pas déjà une maison d'hôte en fait. Du coup, les anciens proprios ne l'avaient pas exploitée de cette façon. Non, on a racheté la maison à l'héritier des gens qui ont construit cette maison. Donc qui étaient les graines Fautra, qui étaient très connues dans la région des industriels du milieu grainetier, hein, donc ils vendaient des graines. Et en fait, ils ont construit la maison en l'état actuel à partir de 1860-1870. Et en fait, on l'a racheté à l'héritier, et chaque personne de la famille, puisqu'il y avait 3 générations dans la maison, vivaient dans des chambres différentes, ce qui fait qu'ils avaient chacun leur point d'eau, etc. Donc ça, c'est vrai que c'était déjà une forme d'hôtel quelque part, ou de maison d'hôte, puisque du coup, chaque personne de sa famille avait son indépendance. Oui, presque elle était destinée à devenir une maison d'hôte.
Est-ce que pour vous, c'était aussi l'opportunité de peut-être quitter des emplois qui vous correspondaient plus ou juste vraiment une activité complémentaire? Non, c'était une vraie volonté en fait de quitter Paris, même si on adore, enfin on adorait nos travails respectifs. En fait, c'était une vraie volonté de se remettre dans une temporalité différente, de revenir à des valeurs locales, à s'inscrire dans une ville où on a une échelle humaine en fait. On adore nos métiers, comme l'a dit Guillaume, et cette maison nous permettait de faire un projet à 360, ce qui n'était pas le cas dans nos métiers, puisqu'avec Guillaume, on a beaucoup travaillé ensemble au début de nos carrières. Bon, après, on a scindé nos activités en deux. Et en fait, je pense qu'il y avait un besoin déjà pour notre couple de se retrouver autour d'un projet commun et avec un projet global, avec une vision globale, tant esthétique que financière, que voilà, enfin vraiment se retrouver sur un projet à deux et aussi faire de cette maison esthétiquement parlant. On va beaucoup en parler parce que nous c'est un peu notre dada, l'esthétisme, hein, de faire quelque chose qui nous ressemble avec des codes contemporains, mais aussi des codes du passé qui nous ont construits au fur et à mesure de nos 15 ans de couple. OK. Alors avant de rentrer dans le détail justement de l'aménagement, mais ça fait partie des questions effectivement. Est-ce qu'on peut parler un petit peu budget? Est-ce que c'est pas tabou si je vous demande, comment vous avez fait pour, faire l'acquisition de cette maison? Et si, vu que l'idée n'était pas d'en faire une maison d'hôte au départ, est-ce que ça a modifié un petit peu vos projections? Et puis, oui effectivement, oui, les projections financières. Tout a été chamboulé quand on a choisi de faire ce projet-là. Donc effectivement, donc il y a 5 ans, on avait fait déjà un crédit pour acheter cette maison parce que en fait, on n'était pas du tout parti pour acheter une maison. C'était vraiment, voilà, on est parti en vacances, on était dans la région et on est rentré avec une maison dans les valises. J'adore. La banquière a un peu tiqué, mais ça s'est passé. Oui, le magnète est quand même moins cher, quoi. À Paris, on aurait eu une studette, je pense, à peine. Donc voilà. Et donc, quand on a décidé de faire le projet, là, on s'est tourné vers les banques en fait pour faire tout ce qui était pré-travaux. Donc, on avait quand même une enveloppe assez serrée parce que bon, voilà, il fallait quand même qu'on reste raisonnable. On avait quand même presque 400 mètres carrés à rénover. Et donc, on a décidé de faire un crédit à 260 000 euros juste pour les travaux. Et donc, on a alloué ces crédits. Donc, on avait un bon quart qui était pour l'aménagement extérieur. Parce on a décidé de faire une piscine qui n'est pas facile parce qu'il n'y a aucun accès pour les machines. Donc, tout a été fait à la main. Oui, parce que c'est un terrain en pente, vous êtes en terrasse, en fait, c'est comme ça qu'on appelle, hein, je crois. Terrasse qui, en fait, on est sur un dénivelé, je sais pas, de 25-30 mètres, et en fait, les terrasses se succèdent les unes aux autres, et, euh, et du coup, c'est ce qui nous a fait craquer aussi, parce que la maison a quand même une vue extraordinaire sur la vallée du Thou et sur le château de Thouars, et en fait, la piscine, c'est un peu est un peu devenu obligatoire puisqu'on est plein sud avec cette vue dégagée et des terrasses à aménager. Et c'est vrai que la piscine en terrasse, enfin, crée quelque chose, un univers assez dingue à cette maison. Pardon, du coup, on parle pas budget, mais en même temps, ça en faisait partie, puisqu'en fait, on s'est tiraillé quand même. Hein. On a tiraillé un peu en se disant, est-ce qu'on fait la piscine? Est-ce qu'on la fait pas? Parce que c'est un énorme budget par rapport au budget travaux. Et du coup, on a dit, bon, ça, on le fait. Donc, il y avait l'extérieur où on a alloué quand même un quart, comme le disait Guillaume. Et après, le reste, Tout le reste intérieur, on a refait électricité, beaucoup de cloisonnement, de l'isolation, plomberie, chauffage. chauffage. Donc, on a mis plus que la main à la pâte pour rentrer dans le budget. En fait, on a réalisé cloisonnement, carrelage, toutes les peintures. On a poncé tous les parquets. Nous les avons après traités nous-mêmes de façon, alors pareil, assez bio-écologique puisqu'on a tout fait à l'huile de lin, puisqu'on essaie quand même dans la maison. Mais ça aussi, on verra après. Je pense que ça sera des questions suivantes. Mais on est autour de l'upcycling. Essayer aussi le choix d'une maison ancienne plutôt que d'en construire une a été aussi de ne pas reprendre un terrain vierge et non viabilisé pour le viabiliser, mais garder déjà quelque chose qui était existant avec des matériaux nobles qui sont la pierre, le bois, etc.
et périssable. Et en fait, on a essayé de respecter ça dans la maison, dans les travaux, dans le choix des matières, et notre façon après aussi, nous, de se dire, on met aussi la main à la pâte, puisque finalement, je pense que quand on fait soi-même, il y a un rapport humain à la maison qui est aussi assez différent, au-delà de financier. Financièrement, ok, mais il y a aussi ce rapport de mettre un peu de soi dans un lieu qui t'appartient, en fait. Oui, tout à fait d'accord. L'état de la maison, c'était parce que vous parlez d'électricité et cetera, donc quand même des assez gros travaux. Est-ce que c'était plus pour la rendre fonctionnelle et on va dire, moderne? Ou est-ce que c'était carrément qu'elle était, vétuste et qu'elle était plus habitée depuis des années ou? On peut le dire à trois tous les deux, un, deux, trois, vétuste. Ouais. C'était une maison de mémé, hein. Je pense que les derniers travaux datent des années 60. Donc vous étiez sur du simple vitrage, oui effectivement l'électricité devait plus du tout être aux normes et il devait y avoir une prise, qui se cachait dans chaque chaque pièce et cetera quoi. Ouais, c'était assez surprenant quand on a commencé à faire la dépose. On avait quelques fils en tissu qui traînaient encore par-ci par-là. On avait quand même des choses Obsolète, vraiment complètement obsolètes. obsolète. Et il faut savoir que la maison à l'intérieur était entièrement tendue pour cacher les... Parce qu'en fait, cette maison, tout son décor Napoléon III avait disparu. Et en fait, dans les années 40 jusqu'à 60, en fait, ils ont fait des travaux de modernisation, je mets ça entre guillemets, où en fait, ils ont enlevé les moulures, les stucs, enfin, ils ont tout enlevé, les sols aussi, pour refaire des sols pour reposer du chauffage, tout ça, et les murs qui n'ont pas été refaits ont été tendus de tissu. Donc, la grande surprise a été d'enlever toutes les tentures et de se rendre compte qu'en fait, dessous, tout était pourri, hein. Donc, il a fallu réenduire, réisoler, enlever de l'humidité qui était là. Enfin bon, voilà, c'était un gros travail. Et vous aviez déjà fait de la rénovation ou accroché un cadre, dans votre vie avant ça? On est quand même bricoleur. Après, une réno entière, on n'avait jamais fait. Vous avez été accompagné? Vous avez pris, un professionnel, architecte ou maître d'œuvre? Pas du tout. C'est nous. Mais quel courage! Bon, ou un peu d'inconscience peut-être parfois, mais il y a toujours de bonnes surprises. Et comment vous avez constitué votre équipe d'artisans? Parce que vous ne connaissiez personne, sur place, donc vous n'aviez pas de réseau à mon On, c'est ça? on en avait un petit, donc on a demandé à beaucoup enfin, nos amis sur place et on a fait faire beaucoup de devis, tout simplement. Des comparatifs. Ouais. Et aussi, bizarrement, quand on fait de la rénovation, l'entrepreneur, dans la façon qu'il a parlé de la maison et comment il appréhende lors de la visite pour faire le devis, en fait, tu sens celui qui est plus sur Du neuf, du carré. neuf, carré et qui a du mal à respecter l'identité, et celui qui, oui, se projette et te donne des solutions efficaces et qui te parle, en fait. Et c'est comme ça qu'on a quand même plus ou moins choisi nos entrepreneurs. C'est beaucoup au feeling. Hein. Voilà. Et après, je tiens à dire, parce que tu disais, vous ne connaissiez pas grand monde dans la région. En fait, on a la chance d'avoir eu un petit groupe d'amis dans la région qui s'est assez vite constitué et qui a été quand même très présent, solidaire. C'est quand même une région, alors enfin, je fais un peu ma pub, mais c'est vrai que les Deux-Sèvres, c'est quand même une région très accueillante, où les gens aussi, voyant l'ampleur du projet et l'audace du projet, avaient envie de nous accompagner. Donc c'était quand même assez agréable d'avoir ces gens derrière nous qui soutenaient, qui, quand on était découragés, Nous nous remettez mettaient sur le droit chemin et nous disaient non mais ça va le faire, ça va aller. Génial, génial. Vous étiez encore en activité à ce moment-là sur Paris? Est-ce que vous faisiez des allers-retours dès que vous pouviez pour superviser les travaux? Comment vous vous êtes organisés? Alors, en fait, c'est plutôt moi qui vais parler des travaux parce que c'est moi qui ai supervisé le chantier. Mais moi, en fait, j'ai quitté mon emploi donc fin 2019 et à partir de fin 2019, je suis venu m'installer définitivement à Thouars. Et Alexandre, lui, m'a rejoint au premier confinement. Voilà, parce qu'en fait, son contrat s'arrêtait durant le premier confinement. Donc, il m'a rejoint et il n'est jamais retourné à Paris. Vous aviez réussi à aménager, un petit coin qui était quand même, habitable ou est-ce que vous avez dû, louer une petite maison quoi ou un appart, à côté pour vraiment, dédier les travaux et On a une chance énorme, en fait, c'est que mes parents ont une maison de campagne à 20 km.
Et du coup, nous ont hébergés gracieusement pendant 6 mois, quasiment, 8 mois, le temps qu'on puisse aménager dans la maison pour éviter justement à avoir à dormir dans les travaux, la poussière. En plus, là, les travaux étaient tellement colossaux, puisqu'on est parti quand même du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, puisqu'il y avait tout à faire, isolation du toit, tout. Donc, c'était dans tous les sens. Et en fait, on n'aurait même pas pu trouver un petit endroit Pour pour vivre. vivre dans la maison. Le garage était plein de meubles, la petite dépendance était pleine d'outils. Enfin, donc en fait, on n'avait pas d'espace à louer. Bon, on se serait débrouillé, mais malgré tout, il y avait un besoin quand même de rester un peu dans du confort. Sachant que moi, les premiers mois, j'étais encore en activité quand je suis parti de Paris. Ensuite, moi, j'ai continué des activités un peu freelance et tout ça, donc il me fallait quand même un confort à côté. Et, euh, et mes parents nous permettaient ce confort, donc j'avoue qu'on les remercie parce que sans ça, ça aurait été très compliqué, et même pour notre couple. Combien de temps ça a duré? À partir du moment où vous avez commencé à imaginer les travaux et le moment où c'était les finitions, on va dire. Alors, ouais, je dirais ouais, presque 2 ans. Ouais. On a commencé à faire les premiers devis en 2018. Après, ça a été compliqué pour les financements parce que pour beaucoup de banques, l'activité de chambre d'hôte n'est pas rémunératrice, on va dire. C'est pas une activité principale, c'est une activité complémentaire. Donc ça a été compliqué de convaincre les banques et c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps. Et après, le premier coup de pioche, c'était octobre 2019 et le Là, c'était la dernier, démolition. ouais, c'était la démolition et il en reste encore là à l'intérieur de la maison quelques petites choses à faire, mais ouais, on va dire qu'au mois de d'octobre, mi-octobre, ouais, c'était terminé. Pour les banques, justement, est-ce que vous avez du coup constitué un business plan pour montrer que les revenus d'une location permettraient de rembourser l'emprunt? Comment vous avez un peu vendu votre projet? Alors, on avait fait tout un business plan. En plus, moi, je suis styliste, mais je travaille plutôt en marketing aujourd'hui. Donc, du coup, j'avais fait vraiment un business plan avec les valeurs ajoutées, les problèmes liés à la région, où étaient les opportunités, etc. Après, on avait relevé toutes les entreprises qui finalement amènent du tourisme de business, parce que nous, notre but, on est en centre-ville aussi, et c'est la semaine avoir du tourisme de business. Et après aussi tout le tourisme de plaisance. Donc j'avais fait tout un business plan en expliquant, etc. Guillaume avait fait lui la rentabilité des chambres, etc., etc. Et aucune banque nous l'a demandé, puisque du coup les chambres d'hôtes ne sont pas une entreprise à part entière. Ce n'est pas rentable. Voilà. Dans l'idée du truc, c'est quelque chose qui n'est pas un métier en fait. C'est juste de l'accueil au sein de ta maison. Alors que pour moi, c'est typiquement une nouvelle hôtellerie, une nouvelle façon aussi d'anticiper le rapport humain face à l'accueil et l'hébergement, surtout dans le tourisme. Alors moi qui ai beaucoup voyagé, parce que j'ai voyagé pendant des années en Asie, et je me suis retrouvé dans des hôtels tout seul pendant des semaines. J'avoue que l'idée de faire une chambre d'hôte était aussi de penser l'hôtellerie autrement, humaine, chaleureuse, accueillante, et où quand tu viens très souvent en fait ou ponctuellement, tu as ce sentiment de te retrouver dans une maison d'amis, une maison de famille, où en fait tu es le bienvenu, où tu peux discuter, prendre du temps et partager des espaces communs et des lieux communs et des discussions communes. Les banques, et même je pense que les banques, tout ce qui a à faire aussi au tourisme régional, national, en fait, pour l'instant, je trouve que c'est pas tellement reconnu. Alors, il y en a qui y arrivent au fur et à mesure des années, parce qu'il y a de très belles maisons d'hôtes aujourd'hui qui sont très réputées, etc. Mais ce qui est dur, c'est le départ. C'est le début de te faire connaître, que les gens comprennent que c'est un vrai métier, qu'il y a une vraie expertise derrière. Voilà, enfin, c'est pas juste on a une jolie maison, on ouvre les portes et vous venez dormir quand vous voulez. Enfin, c'est pas que ça. Mmh. Et la banque qui vous a fait confiance, donc elle s'est, elle s'est fiée à quoi? Sur des d'autres revenus du coup ou? Et sur nos revenus de départ, parce que Voilà, d'accord, OK. du coup, moi je garde du freelance encore aujourd'hui. Hein, donc, du coup, le but était au départ d'essayer de garder nos métiers en freelance ou essayer de négocier du télétravail. Et lors des négociations, bon, ben, finalement, on s'est rendu compte que c'était pas trop possible. Voilà, bon.
Et puis le but était d'avoir ce prêt bancaire pour après développer l'activité et garder quelques revenus à côté. Et après, la banque qui nous a suivis, c'est ma banque d'origine, hein, familiale, voilà. Et je pense que derrière, ils étaient rassurés parce qu'il y avait mes parents, il y avait moi, enfin voilà quoi. Donc, du coup, c'est elle qui a fait la meilleure proposition et qui nous a suivis depuis le début, quoi. Donc dès le départ, vous aviez, vous l'avez dit déjà, la maison était constituée de manière à pouvoir accueillir facilement une maison d'hôtes. Jamais l'idée de gîte n'est venue? Non. Parce qu'en fait, déjà, c'est pas trop l'idée qu'on se fait de l'accueil. Nous, on aime bien partager directement, on aime beaucoup parler. Donc voilà, quand on voulait vraiment faire des chambres d'hôtes et de toute façon, la maison telle qu'elle était constituée et structurée, on ne pouvait pas faire de gîte. Et pareil, dans l'idée du gîte et même de la chambre d'hôte, alors nous on s'appelle maison d'hôte, puisqu'en fait toute la maison, à part notre chambre, est ouverte au public. C'est-à-dire que nos salons, tout le rez-de-chaussée, on peut venir nous parler dans la cuisine. La maison est constituée elle fait en sorte en fait que tout le monde peut naviguer partout, peut s'isoler dans un salon, travailler dans le bureau, être dans le grand salon pour partager avec d'autres hôtes. La terrasse est complète, enfin toutes les pièces du rez-de-chaussée s'ouvrent sur la terrasse, donc on peut passer d'une pièce à l'autre pour sortir. Et il y a vraiment cette idée en fait que ce soit une maison de famille et amicale où en fait on peut se poser un peu partout. Sans crainte de se dire est-ce que j'ai le droit à cette pièce, pas à cette pièce. Et le but aussi était de ne pas scinder la maison en deux. Nous, on voulait vraiment garder notre maison, c'est chez nous, ça nous ressemble et en fait, on ouvre les portes de chez nous et tout le monde peut en profiter. OK. J'étais captivée, j'ai perdu le fil de mes questions. Hem, alors on peut aborder la côté déco effectivement, donc vous avez vous avez vraiment votre patte quoi, c'est une signature, même je sais j'ai pas les bons termes, mais la décoration est vraiment très singulière dans la maison. Donc comment vous avez, accumulé ces meubles? Comment vous l'avez imaginé? Comment vous avez fait le choix des peintures? Comment vous vous êtes inspiré? Ouh là, alors ça, Vaste c'est sujet. un vaste sujet, effectivement. Non, la maison, en fait, c'est, on va dire, la résultante de 15 ans de Chine. Oui, de couple. Voilà. Avec ce qui fait nos deux singularités. En fait, on avait un petit appart à Paris par lequel a transité peut-être un tiers de la déco qui est dans la maison, Voire voire 50%. 50%. Euh, voilà, parce qu'on retournait beaucoup les décos de nos appartements, on en enlevait, on en remettait, on stockait dans les caves. Bon, voilà, et puis quand on a acheté cette maison en résidence secondaire, du coup, c'est très vite meublé, puisque du coup, on en avait pas mal. Voilà. Et quand il y a eu l'idée de faire les chambres d'hôtes, notre goût est devenu quand même un peu plus pointu, des envies plus particulières par pièce. On a plus sélectionné. Parce que, en général, quand on chine, enfin, même de façon générale, on est sur l'opportunisme positif. C'est-à-dire, ah, tiens, ça nous plaît, hop, on le prend. Et on ne sait pas trop où ça va aller. Parfois, ça reste, ouais, parfois des années dans un carton. Et tout d'un coup, ben, tac, ça trouve sa place. Ça a été un grand plaisir à la fin des travaux. C'était de sélectionner les objets qu'on mettait dans chaque chambre et dans chaque pièce. Et encore aujourd'hui, ça tourne parce qu'on a un grenier qui est encore plein. Et donc, voilà, parfois au gré des envies, on change la décoration. Voilà, on met une table à un endroit, on change un bureau, il devient salon. Voilà, donc c'est toujours évolutif. Voilà, et après, c'était l'envie de travailler aussi avec l'ancienne boîte de Guillaume, je sais pas si je peux la citer, mais ouais, donc avec La Chance Paris, avec laquelle Guillaume a travaillé pendant 3 ans. Nous, on avait acheté des meubles parce qu'ils nous plaisaient à Paris. Du coup, on a complété la sélection pour mettre dans la maison, ce qui nous a permis d'avoir des meubles qualitatifs qui travaillent avec que de très belles matières, du marbre, de la pierre, enfin voilà, et du coup des choses qu'on avait envie de mettre en avant pour donner quand même un côté assez design contemporain. Et ensuite, oui, comme disait Guillaume, c'était beaucoup de Chine, mais c'est des objets très sélectionnés quand même.
avec notre œil, donc qu'on a essayé d'aménager les uns avec les autres en donnant un univers. Et quand il manquait des pièces, par exemple la table de la salle à manger, c'est nous qui l'avons dessinée et faite produire. La console du petit salon, c'est Guillaume qui l'a faite sur une idée voilà, un peu plus rough, brutaliste, qui est dans l'air du temps. Voilà, enfin, il y a des choses qu'on a faites nous-mêmes, il y a des choses qu'on a transformées, il y a des choses qu'on a achetées, et après des choses qu'on a récupérées, restaurées, retapissées dans des couleurs actuelles. Voilà, donc il y a toujours ce truc de l'objet qualitatif ou l'objet pauvre qu'on rend qualitatif. Enfin voilà, c'est tout un mélange, un savoureux mélange de plein de choses dans la maison. Et le choix des couleurs s'est porté par le rez-de-chaussée très blanc avec des touches de pastel pour garder ce côté très lumineux du plein sud. Et après, les chambres, les typer en fonction de leur orientation et ce qu'on perçoit de la vue de la chambre. Donc, il y a des chambres très claires, il y a des chambres plus sombres. Par exemple, il y a une chambre qui est vert, il y a un mur vert foncé, parce qu'en fait, de sa fenêtre, il y a un if juste en face, et du coup, ça rappelle la couleur de l'if. Il y en a une autre qui est bleu ciel et rose très fort et blanche, et en fait, il y a une cadre de lit qui cadre en fait la vue de la porte-fenêtre, et du coup, ça fait un cadre dans un cadre de couleurs, et en même temps, ça rappelle les roses qui sont présentes durant le printemps et l'été. Enfin, voilà, il y a eu une recherche quand même de couleurs qui s'harmonisent finalement avec la vue extérieure. Et surtout, ce qui est très étrange, en fait, c'est que on voyait déjà la maison comme elle est aujourd'hui dès l'instant où on l'a visitée. Alors, Il y a pas, 5 ans. il y a 5 ans, voilà. C'était pas du tout comme ça, mais en fait, pour nous, c'était. Ça a toujours été comme ça. Au final, ouais, elle a toujours été comme ça, alors que non. Mais ouais, ça a été assez évident sur tous les choix déco. Vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Il y a pas besoin de convaincre l'un pour une couleur ou pour un aménagement. C'est toujours vraiment vous partagez les goûts Toujours Un et les compromis, couleurs. un ouais, terrain un d'entente. terrain d'entente. Voilà. Après, il y a des choses aussi qu'on a faites en décoration et qui sont presque plus travaux. Et ça, c'est le point fort du rez-de-chaussée de la maison, c'est on l'a réorné de tous ces stucs. Donc, on a fait appel au plâtrier qui nous a refait les plafonds et nous a reposé toutes les moulures Napoléon III avec des colonnes, avec des rosaces incrustées. Enfin voilà, on a essayé de quand même, malgré un côté maison contemporaine, essayer en tout cas, si on vit de la maison, si on vient la visiter, de se dire que ça reste une maison d'époque Napoléon III et lui redonner tout ce qui avait été enlevé. Quand vous étiez dans les travaux, à quel moment vous vous êtes dit: «Bon OK, maintenant il faut trouver la date où on ouvre»? On se dit: «On se laisse encore, X temps» ou «Il faut se mettre une deadline parce que sinon on va trop traîner»? Comment ça s'est organisé? Ben, ça a été compliqué. Hein. Ouais, ça a été compliqué. Bah, au-delà d'un. Mais la période est mauvaise, hein. On était en plein Covid. C'est ça. Les travaux avaient pris du retard. Les travaux ont pris énormément de retard parce qu'on devait ouvrir au mois de juillet 2020. Et en fait, bah, du coup, on était complètement à la ramasse au niveau des travaux. Donc, ça a mis un petit coup, voilà. On dit alors, bon, on va se remotiver, on y va. Et on s'est marié le 12 septembre à la maison. Donc, cette date a permis de beaucoup finir la maison pour le mariage, puisqu'on faisait le mariage à la maison. C'était viable, mais rien n'était fini. La maison était entièrement vide. Tout le rez-de-chaussée avait été entièrement terminé, mais pas peint. Il y avait du carrelage au sol, mais il n'y avait pas les joints. Donc il restait quand même pas mal de travail, mais la majorité des choses étaient faites. Donc c'est vrai que ça aide. Après, comme on était, la période faisait qu'on était un peu dans l'attente, on savait pas trop s'il y avait un deuxième confinement qui arrivait. Enfin, on était vraiment dans le flou. Donc c'est vrai qu'on était un peu, voilà, on flottait un petit peu. Et durant le deuxième confinement, on a une amie qui est restée chez nous parce qu'elle voulait pas être à Paris. Elle a dit: «Est-ce que je peux venir faire mon confinement chez vous?» Et on a dit: «Bah oui, viens». Donc elle nous a quand même motivés pour qu'on finisse. Elle a dit: «Là, les gars, vous voyez le bout, allez-y, je vous aide, on y va». Et on a Après, nos continué. amis de Toire sont venus nous aider à peindre les couloirs parce qu'il y avait beaucoup de superficie et du coup, il y a eu une grosse journée peinture de blanc dans les couloirs et des choses comme ça qui ont remotivé et qui ont fait qu'en fait, la maison s'est aboutie en quelques semaines.
Et là, on a dit, bon, allez, en janvier, on ouvre. Il n'y a pas de confinement, on va voir ce que ça donne. Après janvier, j'avoue qu'on n'a pas eu grand monde, puisque bon, ben, janvier étant une mauvaise période, l'hiver, bon voilà. Et à partir de février, ça a commencé à faire un peu effet boule de neige. Bon là, on attend de voir les prochains mois. Mais en tout cas, le fait d'avoir ouvert en janvier, ça nous a permis de mettre un pied dedans, sans être en pleine période d'été, comme on avait prévu au départ, on aurait été complètement sous l'eau, parce que c'est quand même 4 chambres pour l'instant, bientôt 5. On se rend pas compte parce que là, on n'a pas de femme de ménage. On fait nous-mêmes les lessives, le repassage, le ménage, la cuisine. Enfin, on fait vraiment tout, le jardinage, enfin vraiment tout nous-mêmes. Donc sur 400 mètres carrés, 1000 mètres carrés de parc, c'est quand même beaucoup. Et du coup, ça nous a permis de nous dire, bon, ben, cet été, va falloir prévoir plus de draps, va falloir prévoir ça, va falloir, enfin voilà, ça nous a permis un peu de nous mettre en jambe. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Nous aussi, quand on a racheté le Moulin de Bernard, on a eu un peu 4 mois entre le moment où on a eu les clés et la première réservation. Et au départ, j'étais là, oh mon Dieu, mais du coup, on va payer 4 fois l'échéance de prêt et puis on n'aura pas de rentrée d'argent. Et puis maintenant, en fait, je dis, mais mon Dieu, merci parce que ça nous a permis de prendre nos marques, d'anticiper, de ne pas être dans le rush de suite, comme tu dis, à prendre la vague en pleine gueule avec la haute saison, quoi. Donc c'était vraiment quoi, si on peut vraiment donner le conseil aux auditeurs qui prévoient de se lancer, etc., garder une petite latence qui permettra de voilà de faire les choses, de commencer à avoir de la clientèle mais sans être dans le rush, de pouvoir modifier, ajuster, parce qu'il y aura forcément des ajustements à faire, mais ce sera beaucoup plus confortable et vous serez d'autant plus serein pour attaquer ensuite sur des périodes plus denses, quoi. Complètement, il faut ouvrir à la saison basse, quoi. Ouais, parce que nous, même on a eu ce qui était marrant, c'est que parfois enfin, ce qui est marrant encore aujourd'hui, hein, c'est qu'on veut passer 1 ou 2 semaines sans personne et les 2 semaines où en fait ça s'accumule d'un coup. Et nous, on fait table d'hôte en plus en ce moment, puisque du coup, comme voilà. Et quand tu as les repas à faire, en plus, alors, toujours pareil, dans toujours cet esprit un peu upcycling, donc on a choisi des services de Dresde, de Sèvres, de Limoges, de la cristallerie, de l'argenterie, pour vraiment, mais d'époque, hein, qu'on a chiné, etc., qu'on avait marre de voir dans des boîtes et tout ça. On s'est dit, il faut qu'on l'utilise. Donc, du coup, ben, parfois, on a quand même plein de vaisselle parce qu'on peut pas tout mettre la vaisselle. Donc, on se rend pas compte de tout ça. Mais finalement, c'est là où aussi on s'inscrit un peu, entre guillemets, dans le luxe. C'est qu'en fait, on essaie de mettre alors déjà des produits sur la table venant du marché, locavore, bio, etc., mais aussi dans tout ce qui est sélection vaisselle, etc., dans quelque chose un peu haut de gamme qu'on ne trouve pas à la maison. En fait, le but c'était pas de dire vous venez chez nous, vous avez la même chose que chez vous, c'est vous faire plaisir, trouver autre chose, voilà, questionner parfois aussi. Donc c'est vrai que tout ça, là on se dit oui c'est du boulot. C'est du boulot, même de mettre un petit livre dans une chambre, pourquoi tu le mets, si on te pose la question, pourquoi tu mets tel objet, voilà, enfin c'est même enfin plein de choses, hein, la lumière des chambres, comment ça peut être un peu plus tamisé, un peu plus fort, enfin tu réfléchis à plein de trucs, c'est des questions quotidiennes en fait. Et quelle est votre journée type, tant qu'on y est? On n'a pas les mêmes. Ouais, c'est très différent pour Alexandre et pour moi. C'est bien, il faut se compléter. Oui, oui, bah, pour ça, on se complète très bien. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup. Bah, moi, je vais parler de ma journée. Moi, de toute façon, je suis dédié, on va dire, à la cuisine et à l'extérieur. Donc, en général, voilà. Moi, je fais tout ce qui est cuisine. C'est vrai que je tatillonne beaucoup sur les dîners, tout ça. Donc, je m'amuse beaucoup aussi. Mais c'est extrêmement chronophage. Donc, je peux passer, quand j'ai du monde à la maison, moi, je peux passer toute ma journée dans la cuisine Pour le dîner. pour le dîner. Parce qu'avant, le week-end, on faisait aussi le midi. Ce qu'on a arrêté parce que c'était intenable. Mais du coup, ouais, maintenant, je passe beaucoup de temps dans la cuisine. Et quand je peux aider Alexandre sur l'entretien du rez-de-chaussée, je nettoie le rez-de-chaussée. Tu as suivi une formation pour faire pour cuisiner justement, ou c'est en autodidacte, le plaisir de faire, ou tu as quand même voulu te former Bah, c'est vraiment
autodidacte. J'aime manger et du coup, ben voilà, j'essaie, je teste. Souvent, mais les autres, c'est des cobayes. Bon, pour l'instant, ils se plaignent pas trop. Après, ce qui est marrant, c'est qu'à Paris, il a toujours cuisiné, mais il cuisinait pas autant. Et depuis qu'on est là, il se découvre je sais pas, une sensibilité autour de ça. Et en fait, même moi, hein, pourtant ça fait 15 ans qu'on est ensemble, il m'a vachement surpris à faire des dîners complètement dingues, des mets très raffinés. Enfin voilà, enfin, c'est quand même. Enfin, je me disais, ouais, on fait table d'hôte, on sera pas, enfin, ça fera pas comme un restaurant. Parfois, on s'y rapproche. Donc du coup, je suis assez content puisque du coup, le but, c'était quand même d'avoir, non, mais d'avoir quelque chose, parce que la maison offre un cadre qui fait qu'en fait, on s'attend pas non plus à moins. Alors c'est compliqué, hein, parce que quand tu arrives à être un peu sur du haut de gamme, les gens s'attendent, Il y a du level, hein. voilà. Et pour l'instant, je pense qu'on y répond. D'ailleurs, les commentaires Google des premiers clients sont quand même très positifs. Voilà. Et du coup, ouais, il a fait ça en autodidacte. Et moi, je suis assez épaté et agréablement surpris de sa cuisine et de la façon dont il la gère. Voilà, en plus ça va très bien avec mes assiettes, mes verres et mes couverts en argent, donc c'est parfait. J'adore quand tout est beau. Et moi, ma journée type, alors moi, je suis quand même monsieur ménage, repassage, mise en place des chambres. Pareil, quand un hôte vient à la maison, on écrit une petite carte à la main pour lui souhaiter la bienvenue. Voilà, puisque en fait, j'aime bien nommer les gens. Moi, ça me permet de connaître leur nom et leur prénom, et aussi de les inviter à la maison de façon plus amicale. Je fais plein de choses, je ne sais même plus ce que je fais parce que j'en fais trop par moment. Et puis comme je suis très détail, je peux passer des heures à nettoyer mes lustres, à nettoyer mes plaintes. Voilà, enfin, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et redécorer, parce que je suis le roi de la déco, à rajouter un objet, en enlever un, pour que ce soit toujours un peu différent pour chaque hôte, même s'il a vu des photos, en fait, qui est quand même un effet surprise. Pour la commercialisation, vous vous êtes référencé sur différents sites ou vous essayez de faire un maximum par vous-même? Un max par nous-mêmes. Ouais, Et on est sur Booking. on est sur Booking. C'était compliqué d'aller sur Booking. Oui, je me souviens, j'ai relu nos échanges et effectivement, tu me disais que ça avait été pas mal la galère pour le lancement. Exactement, ouais, ils avaient du mal à valider l'établissement. Donc, ben, pendant un mois et demi, on n'était pas référencé sur Booking. Et c'était lié au Covid parce que d'habitude, ils envoient des courriers, je sais plus, enfin, Des courriers, des ouais. courriers. Et comme là, avec le Covid, ils évitaient l'envoi de courrier. Du coup, ça passait par mail. Non, c'était une Ouais, vidéoconférence. enfin, Donc, j'ai dû faire visiter la maison à un mec qui prenait des photos en capture d'écran. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3. Mais bon, voilà. Après, on n'a pas beaucoup de retours Booking pour l'instant. pour l'instant. C'est marrant parce que les gens nous ont trouvé en tapant chambre d'hôte Toire. Et, et du coup, il y a des photos sur Google, mais la plupart ont vu qu'on avait un site, ont été sur le site et en fait, ils ont été très séduits par le site internet. Puisque c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Bah, ça pareil, c'est notre corde à notre arc, c'est qu'on est très communication et on fait tout nous-mêmes. Et du coup, ils ont été agréablement surpris par le site, les photos, l'ambiance que donnaient ces photos. Et du coup, ça a été un peu un coup de cœur en allant sur le site en général. Et il y a aussi Instagram Ouais. qui joue beaucoup. C'est vrai que ça nous amène beaucoup d'hôtes, tout simplement, qui nous ont dit, ah ben, on vous a vu sur Instagram, donc ben, on avait envie de venir, je vous ai enregistré dans mes favoris, et du coup, bah, quand j'ai eu un peu de temps, je suis venu vous voir. Et on en a encore plein qui nous disent ça, donc on se dit, bon, bah, c'est super, venez, venez. Et Ouais, après, la ville et les organismes le tourisme. non, enfin, de tourisme, mais c'est pas par eux, c'est surtout, par exemple, on a un conservatoire, et en fait, le conservatoire nous a envoyé des hôtes, des entreprises aussi qui en entendant parler de la maison, nous envoient aussi des hôtes, parce qu'en fait, les retours qu'ils ont sont très positifs, donc ils ont envie de faire découvrir un nouveau lieu, sachant qu'on est dans un quartier de Thouars que les gens connaissent assez mal puisqu'il est assez oublié parce que
difficile d'accès. d'accès. En fait, ouais, pour plusieurs raisons. Et nous, en fait, le but, c'était aussi, dans ce quartier, réancrer de la modernité, réancrer quelque chose où il y a du trafic et du passage, avec un côté positif à la sortie. Voilà. Donc la ville et j'arrive pas à trouver le mot, les organismes municipaux, publics, etc., nous emmènent des zones. Ouais. Ça, c'est important. On essaie de s'ancrer, mais j'avoue, quand on est en plein travaux, avec tout ce qu'il y a à faire dans une maison, s'ancrer dans la localité, c'est pas toujours évident non plus. Ça demande beaucoup de temps. Et ça, les gens n'en ont pas conscience parce qu'ils te disent, mais pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir? Et en fait, t'as pas le temps, quoi. C'est chronophage, en vrai. C'est vrai que l'action commerciale est quand même chronophage. C'est presque un job à plein temps, quoi. Déjà, Instagram, on essaie d'être actif. C'est pas toujours évident, mais on essaie de garder une régularité dans les posts, dans les stories, pour aussi qu'il y ait un échange avec Après, les sur gens, quoi. Instagram, la seule chose qu'on a du mal à faire en communication, c'est de se montrer nous. On montre beaucoup la maison, on montre beaucoup, et c'est vrai que nous, on a du mal à communiquer sur nous. Alors, je sais que ça marche très bien dès qu'on voit le visage, dès qui jardine, qui cuisine, voilà. Et c'est vrai que nous, on a un peu de mal avec ça, parce que je pense qu'il y a, comme on est tout nouveau aussi, il y a un côté un peu insécurité aussi, de te montrer genre je suis formidable, chez moi c'est super. Voilà, on n'a pas du tout cette prétention-là. Comme je dis, nous on vit dans cette maison, donc je pense que même on a du mal à voir les points forts de la maison maintenant, alors qu'on les voyait beaucoup au départ. Aujourd'hui, on est ancré dans la maison, donc c'est plus dur de la vendre. En fait, c'est chez nous, donc en fait on aime, donc être objectif c'est compliqué. Voilà, donc on ne peut pas non plus créer un contenu déceptif, dans le sens mensonger, ou un peu trop beau par rapport à ce que c'est, ou un peu trop faux, ou du coup on essaie de prendre des choses telles qu'elles sont, un peu sur le moment, et pas en faire des caisses parce qu'on sait pas faire. Voilà. Et la surprise des autres quand ils sont venus, malgré tout, c'est que ça, on le vend pas tellement sur notre Instagram et sur notre site, tout le rapport humain. Et je pense qu'au départ, ils viennent pour un très joli lieu. Et à la fin, ils repartent. On a déjà pleuré quand des autres sont partis. On demande un message quand ils arrivent chez eux. On reçoit des messages, des photos. On a des encouragements, des gens qui veulent revenir en vacances quand ils sont venus pour le travail. Et du coup, en fait, la récompense, elle est là. Et bon, pour l'instant, on n'a pas eu 10 000, mais ceux qu'on a eu, en tout cas, il y a eu vraiment ce rapport humain de dingue. Enfin, que nous cherchions tous les deux en quittant Paris, et qui finalement fonctionne. Et ça, c'est juste super, parce que je pense qu'aujourd'hui, et suite au Covid aussi, se réancrer dans de l'humain, dans de la discussion, dans de la simplicité, de partage, c'est hyper important. Et je pense que pour moi, le rôle d'une maison d'hôte aujourd'hui, il est là. C'est c'est du partage, c'est de la sincérité, c'est au-delà que ce soit beau, waouh, super. Non, ça va au-delà de tout ça. C'est proposer une expérience, mais une expérience humaine, sociale. Et moi, ce que j'aime, c'est quand on parle de la maison en me disant, ça m'a reboosté. Mais je trouve que vous avez très bien réussi à nous le témoigner à travers les petites vidéos que vous avez faites avec, des invités, des voyageurs et je trouve que l'idée est super originale. Comment ça vous est venu? Comme je te disais, j'ai du mal à moi parler de ma maison de façon objective, puisque parfois, mais en plus on a fait beaucoup les travaux, donc il y a des trucs que toi tu perçois comme un défaut, comme, enfin je sais pas, t'es pas toujours à l'aise parce que tu as peur que la personne se focus sur un truc sur lequel tu t'es focusé pendant des travaux, mais finalement noyé dans la masse, on voit rien. Et du coup, on avait du mal à finalement en parler. Et quand les voyageurs venaient, certains amis en découverte de la maison après travaux, tout ça, étaient dithyrambiques, super positifs, et ça nous reboostait. Et je me suis dit, ben tiens, je devrais, en fait, plutôt que d'en parler moi, je pense que c'est d'autant plus vrai quand c'est les autres qui en parlent. Les autres et les autres. Et qui ont été dans le lieu.
Et ce qui était génial, c'est que quand tu les interviewais, il y a des choses qui ressortaient que nous on voyait pas, ou même des objets qu'ils avaient vus que nous on voyait plus. La façon dont ils parlaient aussi de la maison avec un grand sourire, beaucoup d'émotions, voilà. Du coup, je me disais, ben en fait c'est ça. En fait c'est ça que je n'arrive pas à faire moi-même, donc c'est presque mieux que ça passe par les autres, puisque l'expérience, moi je la vis au quotidien, eux la vivent ponctuellement. Donc c'est mieux de la partager quand tu la vis comme ça, puisque c'est comme ça que nos autres vont la percevoir. C'est très juste. Je trouve il y a pas, il y a pas plus beau que les paroles de nos voyageurs. C'est sûr que c'est eux qui en parlent toujours le mieux, quoi. Donc, c'est super. Pour revenir un petit peu sur le côté administratif, est-ce que vous êtes accompagné par un expert comptable? Non, Pas du tout. Vous êtes sur quel statut juridique? On est euh, en en micro-entreprise. micro-entreprise indépendante. Voilà, Pour l'instant. pour l'instant. Comme le début d'activité n'a pas démarré en flèche, hein, puisqu'on le disait avec le Covid, tout ça, c'est pas voilà. Donc en fait, on a choisi le micro dans un premier temps pour s'inscrire sur le projet, voir comment ça évolue, et en fonction du chiffre d'affaires, après on passera sur d'autres statuts plus tard. Et aussi, c'est que comme nous, c'est notre résidence principale, on a fait beaucoup d'isolation, RGE, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'aussi, quand tu crées, quand tu as un autre statut, tu peux pas percevoir les aides de la même manière. Donc là, d'être en micro-entreprise, en fait, on a dédié une partie de la maison, on a déclaré une partie de la maison sur l'activité, mais on reste propriétaire de la maison. Donc c'est vrai que si on était passé sur un autre statut, Ça on devient n'aurait une pas eu, entreprise. voilà, on n'aurait pas eu le droit aux mêmes aides, et surtout, voilà, là, comme on débute, c'était pas nécessaire d'avoir des déclarations de TVA, ce genre de choses. On voulait quelque chose de simple pour commencer, parce que on n'est pas très administratif, il faut quand même dire ce qui est. Donc voilà, on surveille, mais on n'est pas hyper rigoureux sur les taux de rentabilité, ce genre de choses. Donc bon, voilà. Non, puis c'est compliqué parce que la période est compliquée, hein, donc voilà, je pense qu'on n'a pas voulu non plus mettre une pression supplémentaire, ça c'est clair. Et aussi le fait que ce soit notre maison, notre foyer en tant que tel, c'était dur de le mettre en société tout de suite. Euh, Parce que tu perçois pas le projet non plus de la même façon, je pense, quand tu le mets en société. C'est différent. Alors je dis pas que ça viendra pas un jour si ça cartonne et que du coup on prend beaucoup de distance avec la maison, parce que je pense qu'il y a un moment il faudra prendre de la distance. Pour l'instant, on n'en est pas là. On en a encore à profiter de ce lieu qui nous surprend à nous encore au quotidien, qu'on trouve encore magique et super. Et si un jour ça devient une entreprise, c'est parce que justement on fera un gîte en parallèle, on fera peut-être un spa un jour. Voilà, parce qu'en fait, enfin, nous avons des envies d'expansion plus tard. Parce qu'en fait, je pense que alors je sais pas ce que ce sera hein, en expansion. Je dis gîte, ça sera peut-être pas gîte. Est-ce que ça sera moi, j'ai mon grand dada, c'est d'essayer de travailler avec les producteurs locaux, des choses comme ça. Est-ce que c'est créer des boutiques éphémères où on vendrait les produits locaux qu'on présente sur la table? Est-ce que c'est, j'en sais rien, mais en fait, je trouve que par ce métier, en fait, tout est possible. On veut aussi monter une maison d'édition de design plus tard, parce qu'on a designé beaucoup de meubles dans la maison. Donc le but, c'est aussi de repartir en commandant un meuble et l'avoir chez soi pour garder aussi un souvenir, parce qu'on a été séduit. On voudrait aussi vendre des objets chinés dans la maison, si un autre aime un des objets, qu'il puisse l'emmener avec lui, où on lui retrouve et on lui voilà. Et Nos aussi amis artistes aussi, parce qu'on a beaucoup d'amis là qui sont graphistes, designers, présent dans la maison qui déjà. sont déjà présents dans la maison, mais généralement c'est des offres qui nous tiennent beaucoup à cœur. Donc on a déjà prévu en fait d'avoir des pièces de plus petite envergure que justement les autres peuvent pourront ouais, emmener avec eux après à la fin de leur séjour, quoi. Oui, ça faisait partie des questions que je m'étais notées effectivement, je me demandais si vous proposiez à la vente, certaines pièces de déco ou de mobilier, heu Pour l'instant, non, parce qu'on a du mal
En fait, le problème qu'il y a, c'est que tous les objets qu'on a choisis, on a un tel amour pour eux, mais du plus petit objet de la maison au plus gros. Et du coup, c'est compliqué. Alors après, on s'est dit, il y a un moment, de toute façon, il faudra qu'on... Nos chambres évolueront, ça c'est sûr. Je pense dans 2 ans, il y aura au moins 3 chambres open, dans d'autres couleurs, avec d'autres fournitures, etc. Donc du coup, je pense que oui, il faudra à un moment le faire. Après, moi, je pense qu'il serait intéressant, c'est vrai. Après, moi, ce que j'aime, c'est enfin, vendre une sélection très personnelle. C'est-à-dire, par exemple, sur le dessus de cheminée, si vous allez sur notre Instagram, j'ai tout un tas de vases, enfin, nous avons tout un tas de vases art déco dans lesquels j'ai mis des bouquets de fleurs séchées. Et si on aime cette installation, c'est presque plus vendre une idée d'une installation où après je chine pour la personne où elle veut le mettre les bons éléments, etc. Et le personnifier plutôt que de vendre l'élément de la maison. Quelque part, c'est aussi leur proposer par rapport à leur cheminée, s'il y a un marbre rose, un marbre noir, leur dire, mais chez vous, ça serait presque mieux ce type de vase avec ce type de bouquet. Voilà, enfin, faire un truc peut-être plus personnalisé, un peu comme de la décoration d'intérieur, mais vraiment sur des petits effets d'ordre coin de salon, table basse, dessus de cheminée. Enfin voilà, c'est vraiment plus proposer des choses qui vont un peu agrémenter leur intérieur sans forcément tout changer et bousculer. Oui, se laisser inspirer, mais après garder, sa propre identité et se l'approprier, chez soi, quoi. Exactement. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous et nous disent ah là là, ce truc, je le trouve. Ma grand-mère, elle a le même, je le trouve horrible, mais chez vous, ça marche super bien. Mais ça, c'est génial. Il faut le sortir de son contexte, il faut voir l'objet en tant que tel et pas. Et les associations d'objets. Voilà. Et donc ça, généralement, on aide aussi les gens sur ça à apprécier ce qui les entoure. Mais parce qu'on met aussi de l'affect inconsciemment, effectivement, sur une toile de peinture qu'on a de grand-mère. On y a un rapport particulier, même si on ne sait pas le décrire, même si on ne sait pas le nommer et finalement, quand on va chez vous, on le voit autrement parce qu'il y a pas cet affect-là non plus donc Aussi, et puis que forcément. ça sort du champ, c'est pas dans ton quotidien. Donc, du coup, mais après, ce que j'aime, c'est que pour l'instant, la maison questionne. Et ça, je pense que c'est hyper important. Quel est le plus gros challenge auquel vous avez dû faire face jusqu'à maintenant? Il y en a plein, hein. Le plus gros challenge, ce serait quoi? Après, je pense pour tous les deux, c'est pas les mêmes. Ouais. Moi, le plus gros challenge, ça a été le début des travaux. Casser la maison. Ça a été une horreur pour moi. Moi, je suis hyper maniaque. Je suis très attaché à cette maison depuis le début. Quand on partait à Paris, je lui disais au revoir et je la caressais. Enfin, j'ai un très gros affect avec cette maison. Et quand tout a commencé à se casser, à devenir un chantier avec des trous partout, plus retrouver mes repères, ça a été très 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 dur. Et le challenge a été de patienter jusqu'à la fin des travaux. Et moi, ce qui a été le plus dur, le plus gros challenge, ça a été de poser le carrelage du rez-de-chaussée. On a posé 80 mètres carrés de carrelage en cabochon, sachant que En dalle de pierre. en dalle de pierre. À la fin, littéralement, je pleurais de découper ces pierres. Mais voilà. Maintenant, c'est fini et je ne recommencerai pas demain. Comment vous vous voyez dans 5 ans? Avec un nouveau projet. Ouais. Plus gros. Ah, c'est court quand même. Ouais. Ouais, mais on est comme, enfin, on dit 5 ans, mais en même temps, ouais, ça doit être ça, parce que on a des gros caps tous les 5 ans chez nous. Donc, ouais. Non, je pense que là, ça a été les prémices d'un projet qu'on perçoit, je pense, beaucoup plus vaste. Euh, alors pour différentes raisons, bon là, on a fait un choix d'une maison en centre-ville, ce qui fait qu'on peut pas organiser de mariage, on peut pas organiser de, de, de réunions familiales, sociales d'envergure, puisque du coup, par respect pour le voisinage, voilà, et ça va nous manquer, ça c'est sûr. Moi, j'ai très envie. Alors peut-être ça s'inscrira dans un autre lieu hors de la maison, en gardant la maison, j'en sais rien. Mais moi, j'adorerais pouvoir créer aussi des moments uniques pour des personnes. Alors, on dit mariage, mais c'est au-delà du mariage. Ça peut être une réunion de famille, une cousinade,
mais où en fait, tu as envie de marquer le coup et de faire un truc un peu exceptionnel, un peu dingue. Ça, j'adorerais. À la maison, c'est pas trop possible, hors exception, une fois par an. Et ça, je pense, ça va me manquer. Et du coup, enfin, même nous manquer, puisqu'en fait, on est très bon aussi en événements, décorer un événement, tout ça. Donc ça sera peut-être sinon quelque chose qu'on fera à côté, je sais pas, mais et aussi notre rêve ultime, c'est d'avoir un château. Pour être complètement honnête, voilà. C'est réhabiliter un château. Ce qu'on aimerait, c'est une ruine ou semi-ruine pour faire un projet d'archi aussi d'intérieur pour mélanger de l'ultra contemporain sur une ruine du passé et en le redonnant une partie plus passéiste. Et ça, c'est un vrai rêve parce que derrière cette maison, il y a aussi l'envie de restaurer, de faire un objet pérenne dans le temps, de le partager, enfin moi, je pense que cette maison est un début. Alors j'espère. Voilà. Après financièrement, il faudra voir comment ça s'inscrit. Mais on a très envie de créer quelque chose d'un peu unique aussi. Et c'est surtout que, en fait, on trouve la maison déjà un peu petite. Donc, ça peut paraître hyper enfin, Bizarre, hein, mais bizarre, parce qu'on a quand même une maison qui est très grande, mais on a vraiment envie ouais, d'avoir un truc plus grand. Pas forcément beaucoup de pièces, mais plus grand. Et moi, surtout, mon rêve ultime, c'est de pouvoir voir mes moutons en, en train de paître dans le champ en face. Ça, ce serait un grand, ouais, un grand kiff. Ouais. Je comprends tout à fait. Moi, c'est le potager. C'est de faire un énorme potager, carrément toute une balade avec de quoi piocher à droite à gauche des fruits, voilà. Ouais. Ouais, mais typiquement, ici, on peut pas faire de potager. Dans la maison, la façon dont elle est un constituée, petit, mais on peut on pas pourrait faire un faire, grand ouais, potager. on pourrait faire un tout petit, mais pas assez conséquent pour nourrir la maison, par exemple. Depuis que vous avez ouvert à la location, quelle a été votre plus belle surprise? Ben, je pense que c'est le même. Ouais. On a eu un, Enfin, il y en a deux, parce que c'est deux différents. ouais, Euh, on a eu un couple qui est venu en vacances, voilà, 3 jours. 3 jours, et qui ont notre âge à peu près, et ils avaient besoin de sortir de Paris, voilà, et de se mettre au vert. Et quand ils sont venus chez nous, un peu par hasard, parce qu'une amie leur avait conseillé de venir, et ils sont restés 3 jours. Et ben, quand ils sont repartis, ça a été très difficile De les laisser de les partir. laisser partir. Ça a été vraiment un grand déchirement quand ils sont partis. Ouais. Et ce qui est drôle, hein, c'est que bon, pour eux aussi apparemment, et une semaine après, on avait parlé d'un bouquin de cuisine. Et ils nous l'ont envoyé, ils nous l'ont dédicacé, ils nous ont envoyé le bouquin de cuisine et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Moi, je suis déjà à moitié en train de pleurer quand tu l'entends parler. Et ce qui est dingue, parce qu'en fait, parce que ça, c'est ce qu'on ne dit pas assez aussi, c'est que c'est dur de faire payer tes chambres. C'est très très dur quand c'est ta maison. Tout le monde pense que ça se fait comme ça, voilà. Non, en fait, c'est très dur. Enfin, en tout cas pour nous, parce que voilà, le rapport à l'argent est toujours compliqué. C'est chez toi, voilà. Donc c'est assez dur comme démarche. Et aussi de mettre le côté je fais payer à certaines personnes, pas à mes amis parfois. Enfin voilà, de mettre ça en outil de travail, c'est pas facile. Et là, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, bon, ils ont payé leur chambre, leur séjour, etc. Et qu'à la fin, ils nous disent que c'était au-delà de leurs espérances, qu'ils nous remercient et qu'en plus, une semaine plus tard, il y a eu ce livre. Enfin, tu te dis, c'est dingue parce que les pauvres, ils ont payé leur chambre et en même temps, ils me renvoient un cadeau alors que, voilà, enfin, il y a eu un vrai rapport humain qui s'est joué. Et enfin, un de nos premiers hôtes, quand il est venu, c'était un chef d'entreprise qui venait voir sa direction ici et du coup lui avait repéré la maison, voilà, vu sur le site, a été séduit et a dit je vais tester. Donc il est venu, pareil 3 jours, Deux nuits, ouais, 2 ou 3 nuits, ouais. et
il est arrivé tard le soir parce qu'il avait un rendez-vous, il venait de Montpellier, enfin à côté de Montpellier, donc il est arrivé assez tard. Il me dit est-ce que je peux dîner? Oui, oui. Donc on lui avait fait un vrai dîner. Alors sur le coup, il s'attendait pas du tout à ça, à manger vraiment, voilà. Et il en a dit ah super, merci pour le dîner d'hier. Voilà. Puis on commence à discuter, hyper sympa, plein de choses en commun dans le rapport humain, social, la vision de l'avenir, voilà. Et pareil, lui, il est reparti, il nous a envoyé un petit message avec une photo avec son chat, parce qu'il nous avait parlé de son chat, et en nous remerciant, en disant qu'il reviendra en vacances avec sa femme. Enfin, voilà, donc c'est pareil, c'est hyper touchant, parce qu'en fait, il venait pour le travail, il se dit, je reviendrai en vacances. Enfin, c'était assez... Il dit, mais en plus, rapport qualité-prix, les garçons, le rapport humain que vous proposez, en fait, n'a pas de prix. En fait, on pourrait payer 2 fois plus. En fait, c'est pas grave parce qu'il y a il y a un tel partage qu'en fait, on ne peut repartir que satisfait. Et ça, franchement, C'est hyper c'est gratifiant. hyper gratifiant. Bon, après, comme vous l'avez pu le comprendre, on est quand même assez sensible et très humain. Voilà. Et du coup, c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur plus qu'une critique très positive et sur l'esthétique de la maison, etc. C'est plus ces critiques de l'ordre de l'humain qui nous font chaud au cœur. Oui, parce que vous offrez une expérience qui va au-delà d'un confort. C'est vraiment... c'est vous qui touchez les gens. C'est beau ça. Quels sont les 3 conseils que vous donneriez à une personne qui souhaite se lancer justement? Ouvrir une maison d'hôte ou un gîte? Le réfléchir en amont, longtemps en amont, Ouais. parce que c'est un changement de vie. Ne pas être seul. Ouais. Tout seul, c'est quasi impossible, vraiment. Et heureusement qu'on est 2. Et le troisième, être patient, je dirais. Ouais. Être voilà, patient parce que tout est compliqué. C'est-à-dire que dans ce secteur-là, enfin, pour avoir fait beaucoup de recherches, c'est extrêmement flou pour les administrations, les statuts des chambres d'hôtes, Ce dont les tu as besoin, pas subventions, besoin. voilà, ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut pas avoir, voilà, les choses nécessaires ou pas. Donc, il faut être patient et savoir chercher les informations. Et si on est en couple, alors le dernier, ça sera 4. C'est pas le faire à la légère parce qu'il faut vraiment être un couple solide et avec la même vision quand même parce que pour un couple, c'est quand même dur. Dur dans le sens où c'est des travaux, dur dans le sens où on partage sa maison. Voilà, enfin c'est ancré dans ton quotidien, donc il faut quand même être un couple solide, sûr du choix qu'on fait pour les deux parties et pas que pour un, parce que sinon c'est compliqué, à mon avis. Oui, il ne faut pas qu'il y en ait un qui se sacrifie pour le plaisir de l'autre parce que ça tiendra pas, quoi. Non. Non, heureusement, c'est pas notre cas. Est-ce que vous avez fait appel à un ou une photographe? Est-ce que ça faisait partie un peu du budget que vous saviez que vous feriez dès le départ? Non, on n'a pas fait appel à des photographes, même si on nous l'a demandé. Il y a des gens qui nous ont dit que ce serait mieux de faire appel à un photographe qui prendrait la maison de façon plus objective. Ah oui, ouais, dans ce sens-là, oui. Ouais, Et des photos plus professionnelles. Bon. Après, moi, je trouve que ce qui est beau dans nos photos, c'est que toutes les photos du site, en fait, c'est des photos qu'on avait prises pour Instagram avec nos iPhones, enfin nos téléphones portables, pardon. Et du coup, ce que j'aimais bien, c'était ce côté un peu instantané du moment. Après, on est quand même styliste et designer, donc je pense qu'il y a quand même un soin de l'esthétisme qui est derrière et ça se sent dans les couleurs. Puis déjà, les pièces sont harmonisées en couleurs, en détails, en objets, donc c'est vrai que c'est pas très dur. Après, là où on manque un peu de photos, et là j'aimerais faire appel à un professionnel, c'est plus pour des photos en grand angle, parce que finalement, tu déplaces les meubles, tu prends en grand angle, ils arrivent mieux à aménager l'espace pour le rendre plus séduisant. C'est plus ça, mais pour l'instant, on n'avait pas le budget, pour être honnête. Hein. Là, on arrive en bout de course de budget. Hein. Voilà, comme on a dit, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes pour rentrer dans les clous. Là, il faut qu'on rentre de l'argent et après, on verra. Quoi. Mais et puis, un autre truc aussi, je pense que l'image est très importante aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de faire de l'image sublimée, complètement incroyable, pour après
que les personnes qui viennent à la maison disent ah non mais ça n'a Rien à finalement rien voir. à voir ou c'est hyper décevant, voilà. Toutes les images qui sont sur le site Instagram, etc. Il n'y a pas de bidouille, c'est pris par nous sur le moment. Voilà, au moins on sait ce qu'on met, on sait ce qu'on vend. Voilà, il y a quelque chose de très transparent et je pense que la transparence aujourd'hui est hyper importante. Pour le choix de la literie et des draps, qu'est-ce que vous avez choisi comme marque? Alors, Mais pour les lits, c'est Guillaume. ouais, les lits, c'est Epeda, parce que c'est français, Made Oui. in France. Et je trouvais ça bien que ce soit ouais, pas local, parce que c'est pas dans un rayon proche, mais voilà, une marque française, je trouvais ça bien. Et pour les draps, Anne de Solène, donc aussi marque française, hein, donc luxe, enfin très haut de gamme. Le choix de faire ça aussi, alors pas parce que c'est haut de gamme. Ma mère était pendant 40 ans revendeuse de Anne de Solène et autres voilà, produits haut de gamme. Et c'est vrai que malgré tout, ça tient mieux. Ça résiste mieux au lavage. Il y a quand même une qualité assez extraordinaire dans le toucher, dans le confort de la literie. Il y a le confort literie. Alors après, couette et oreiller, c'est dodo. Mais il y a ce confort-là qui réchauffe, qui est tendre, etc. Mais il y a quand même le confort et l'accueil du drap. Mm. Nous, on a toujours eu cette marque à la maison. Après, nous, enfin, chez mes parents, puis nous. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été agréablement surpris. La gamme est très jolie. Bon, là, on a choisi du blanc, du rose pâle, enfin, des gammes assez neutres en satin. Mais c'est vrai que voilà, je connais la marque, c'est qualitatif. Et puis, j'avais quand même envie. Alors, pas qu'on rentre dans un hôtel 4 étoiles, hein, mais qu'on ait quand même ce côté haut de gamme dans le choix des serviettes, dans le choix des draps. Parce que pour moi, le toucher va avec le confort et vice-versa. Donc, du coup, c'était important. Et surtout, les clients Le nous le perçoivent. disent, et nous disent que vraiment, on dort dans des nuages. Donc, c'est génial. Super. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, comment les auditeurs peuvent-ils vous contacter? Alors, on peut nous contacter par téléphone, par mail, euh, Et bien notre site internet, tout y est. Donc en fait, voilà, téléphone, mail et Instagram. et Instagram aussi. On a beaucoup, beaucoup de gens qui passent par notre Instagram pour nous contacter. Parce que du coup, souvent, c'est des questions sur la maison. Pareil, on propose, alors ça, on l'a pas dit, mais on propose aussi des services. Hein. Parce que du coup, il y a une gare qui est Thouars. Thouars étant peu desservie, on propose d'aller chercher les gens à Saumur, par exemple. Donc il y a 30 kilomètres pour des Parisiens, des Bordelais, des Nantais qui n'ont pas le permis et qui veulent venir en week-end. Après, on propose aussi de faire des visites de caves bio, puisqu'on on travaille en étroite collaboration avec des vignerons de la région qui ont réancré de la biodynamie sur le territoire et on a très envie de les faire connaître. Donc en fait, on propose des dégustations avec ces vignerons qui parlent de leur expérience aussi. Et je trouve ça hyper important de mettre en avant le terroir. Donc voilà, des choses comme ça qui sont importantes à savoir parce que quand on nous communique enfin, via Instagram, l'avantage c'est que parfois les gens ont des questions, où est la gare, etc. Du coup, on peut leur dire on vient vous chercher, vous passez par là. Euh, on peut vous proposer du coup d'aller faire une dégustation chez tel et tel vigneron si ça vous intéresse. Comme ça, nous, on peut programmer un séjour un peu fait pour eux. On a même emmené des hôtes chez Emmaüs avec nous. S'ils ont envie de venir avec nous, on y va ensemble, découvrir des brocantes dans la région. S'ils n'ont pas la voiture, nous, il y a un dimanche par mois où il y a une brocante pas très loin à Montreuil-Belay. On emmène nos hôtes avec nous dans la voiture. Voilà, enfin, faut pas qu'on soit 10, hein, mais voilà, en fait, on partage au-delà de la chambre et du gîte. C'est aussi s'ils sont intéressés par une brocante, un vigneron qu'on propose à table, etc., de venir le découvrir et de voir avec nous les lieux où on chine, où on déguste. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre échange et pour ne pas déroger à la règle, pouvez-vous me dire dans quel gîte ou maison d'hôte vous aimeriez vous installer le temps d'un week-end? Alors, moi, j'aurais la Divine Comédie à Avignon. Et moi, la Villa Magnan à Biarritz. Après, on dit ça là, mais en fait, j'ai vraiment envie de défendre
pour moi ce métier comme il est perçu aujourd'hui par la jeune génération, c'est qu'en fait aujourd'hui je trouve qu'il y a énormément de lieux, c'est dur de choisir parce qu'il y a énormément de lieux atypiques, sympas. Là, c'est des lieux qu'on choisit plus dans un sens esthétique, mais il y a des gens qui nous parlent, etc., et qu'on a très envie d'aller voir parce que humainement, ils sont au top. Ouais. Je tiens à le dire, parce qu'on a été très soutenus par La communauté chambre de gens qui ont des chambres d'hôtes et des gîtes sur Instagram. Super, je suis très heureuse de l'entendre en tout cas. Quelle musique, selon vous, représente le mieux l'état d'esprit de la maison au petit toit? T'en as une, toi? En fait, c'était un savoureux. Ce n'est pas une, c'en est plusieurs. On va passer du baroque à une musique plus contemporaine, blanche. Faut qu'on choisisse, parce que là, ce sera la musique de fin. On est nul en musique parce que moi, en fait, j'écoute beaucoup de classiques et j'ai un côté très Louis XIVien qui va très bien avec la vue sur le château de Thouars, et j'écoute beaucoup de Lalande, qui est un des compositeurs de Louis XIV. Et c'est ma musique de ménage. Ok, génial. Moi, alors moi, tu vas rigoler, mais moi, ma musique, c'est que je mets toujours quand je cuisine, quand je commence à cuisiner, je mets recette d'un cake d'amour de peau d'âne. Oui, effectivement, je rigole. Dans une jatte plat. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est la bonne musique. Si, c'est sympa. Mais j'aurais mis celle-ci. Et il y a ce côté un peu féerie et en même temps, comme le film, un peu détonnant, années 60 et anachronique, que je trouve pas mal dans cette chanson. Ouais, je suis d'accord. Bon, ce sera super pour la conclusion. Un énorme merci à tous les deux. C'était un plaisir de passer ce temps avec vous et puis de découvrir votre magnifique aventure. Je vous souhaite une très belle continuation, plein de réservations. Et puis dans 5 ans, on se redonne rendez-vous pour parler du nouveau projet alors. Oui, et on viendra te voir avant. Ouais, c'est clair. Super. Un grand merci et puis à très vite. Ouais, à bientôt. Au revoir. Merci. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non ? Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. À très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte. Versé dans la terrine, 4 mains bien posées autour d'un puits creux, et choisissez 4 frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Un bol entier de lait, bien crémeux s'il vous plaît, de sucre parsemé, et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de sel. Il est temps à présent, tandis que vous brassez l'église